Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire part de mes analyses sur ce qui se passe actuellement et vous indiquer à quel point ça nous concerne. Ce qui se passe actuellement, bien sûr, c'est le conflit avec l'Iran. Depuis cette attaque de l'Iran, on voit bien que la stratégie iranienne ne correspond pas aux attendus, notamment de Trump. Trump qui pensait que ce serait une guerre facile en décapitant, comme c'était indiqué dans la presse de masse, la tête du serpent. Et c'était vraiment ne pas considérer les alertes de la CIA, donc bien sûr des gens qui font leur travail d'analyste, parce que c'est pas une tête de serpent, c'est une hydre. Euh, et moi, je ne suis pas en train de critiquer pour le coup les Iraniens, je suis juste en train de rappeler qu'il y a ce que les présidents décident, il y a ce que les conseillers conseillent, et il y a ce que les analystes du renseignement ou de la sécurité, eux, conseillent. Et en fin de compte, tout se joue au niveau des conseillers. Donc on voit bien que là, pour le coup, le conseil d'une guerre facile, c'était vraiment un tuyau percé. Alors, comment et pourquoi ça nous concerne? Comment ça nous concerne? Parce que effectivement, la stratégie de guerre des Israéliens, pardon, des Iraniens consiste à jouer sur le systémique, donc sur le système mondialisé, avec plusieurs effets et des effets dominos. Et pourquoi ça nous concerne? Parce que ces effets dominos vont arriver jusqu'à nos communes si cette guerre euh, perdure dans le temps. Une guerre est une blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre rapide comme les faisait Hitler, effectivement, ça surprend tout le monde, mais ça demande peu de moyens, parce qu'en gros, on a surpris l'ennemi, il capitule, et voilà. Sauf que là, ce n'est pas du tout ce qui va se passer avec des Iraniens qui, depuis 40 ans, se préparent à la guerre. Et ils savaient très bien qu'un jour, ça arriverait. Donc il y a toute une dimension religieuse aussi derrière tout ça. C'est comme si les Américains avaient tué le pape, hein, pour les chrétiens. Donc effectivement, pour certaines franges religieuses musulmanes, ça ne va pas se passer comme ça. En plus de l'enterrement qu'il y a eu hier des petites filles qui étaient à l'école en Iran, qui se sont pris un missile qui les a tués. Donc, bref, il y a une opinion publique qui, dans les calculs de Trump, devait se retourner contre le régime en place et qui, au final, se retourne contre Trump et son ami Israël, son ami Netanyahou. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe? C'est-à-dire que la surprise, qui n'est pas une surprise, je pense, pour des gens comme les analystes de la DGSE, ceux qui travaillent dans le renseignement, à la CIA ou au FSB, bref. La grande surprise pour Trump, c'est que cette guerre va durer. Et la riposte ne concerne pas directement les États-Unis. C'est-à-dire que la stratégie iranienne, c'est de détruire la logistique qui sert aux États-Unis, mais aussi à ses alliés. Comment fait l'Iran? Elle attaque des bases militaires et elle attaque la logistique aussi. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des machines qui fonctionnent et qui attaquent l'Iran, encore faut-il pouvoir s'approvisionner en pétrole et bien sûr recharger en munitions les armes de guerre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que plus ça va, plus les Américains sont obligés de s'écarter de l'Iran pour se réapprovisionner. J'ai appris ce matin que même quand ils vont très loin, il y a encore des missiles ou des drones qui attaquent les zones où ils vont se réapprovisionner en énergie. Donc, vraiment, on voit que l'Iran avait préparé ça depuis longtemps, sa légitime défense, selon eux, et que bien sûr, cette guerre qui devait être éclair, cette reddition qui devait être soudaine, en l'espace d'un week-end,
Ça ne va pas se passer comme ça. Au contraire, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un épuisement des ressources euh, euh, en termes de munitions pour les Israéliens, les Américains et ceux qui voudraient participer à cette coalition contre l'Iran, et que forcément, ça va encore coûter très très cher, sans compter la dimension opinion publique qui est en train de vraiment basculer, parce que cette guerre décidée par Trump contre l'avis même de certains analystes du renseignement et contre le Congrès, ça va lui coûter très très cher. Alors, on n'est pas là pour parler en gros de ce qui va se passer pour Trump et ceux qui accompagnent cette attaque préventive, cette guerre préventive. On va plus s'intéresser maintenant aux conséquences pour nous, puisque, vous l'avez compris, euh, là, on n'est pas sur une logique de légitime défense. Un ennemi vous attaque, vous répondez directement à l'ennemi. Là, la logique, c'est un ennemi vous attaque et vous allez défoncer la gueule de tous ses copains pour qu'il ne reste plus que lui à la fin. Et donc, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par l'opinion publique, mais on voit que ça bascule. Et puis, ça va passer par la construction de la rage de l'opinion publique mondiale. La construction de la rage de cette opinion publique, par exemple française, ça va passer par vos supermarchés. Ça va passer par la rupture de normalité. Ça va passer par le fait que le prix du pétrole va fortement augmenter. Alors bien sûr, les discours rassuristes sont toujours les mêmes, on les comprend. C'est-à-dire que les autorités n'ont pas du tout envie de créer une panique. C'est normal, parce que la panique, ça crée justement des effets délétères. C'est-à-dire que dès lors que les gens commencent à stocker et à vider les magasins, c'est plus compliqué de gérer la crise. Donc le rassurisme a quelque part une cohérence. Sauf que ce n'est pas ce rassurisme-là qui va faire qu'on va pouvoir, à long terme, apaiser les populations. La politique de SOS Mère, c'est de dire qu'il faut arrêter avec la politique jacobine, c'est-à-dire papa décide pour ses enfants. Nous sommes en 2026 et il est plus que temps que les enfants s'émancipent. Et comment ils peuvent s'émanciper? Justement en pensant, en attendant d'avoir toujours recours à papa qui dépanne, papa État, d'accord? Et donc, la résilience ne peut être que collective. 2026 nous indique que plus rien ne sera jamais comme avant. C'est-à-dire qu'il va falloir que notre société française bifurque. Il va falloir que notre société française comprenne que le consumérisme à outrance reposant sur la prédation sur l'énergie envers des peuples plus faibles, ça doit cesser. Ce n'est pas humain d'ailleurs. Hein. Alors pour être plus clair, si on a ce confort moderne-là chez nous, avec des services publics qui utilisent de l'énergie et des services privés, hein, par exemple tous les services de livraison qui vont très vite à nous livrer, après on a fini de cliquer sur la commande Internet qu'on a quasiment le produit qu'on avait commandé à la porte. Ça vient très vite, mais tout ça, ça demande de l'énergie. Et donc ce modèle économique et social, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et est-ce que, par exemple, en France, nous avons cette énergie? Nous importons 99% de notre pétrole et notre gaz. 100% de nos centrales nucléaires fonctionnent avec de l'uranium importé. Donc on voit bien que si les conflits géopolitiques jouent sur la systémique, donc jouent sur les approvisionnements, ça va être compliqué d'avoir ce même modèle social et économique, ces mêmes facilités. Alors ça, personne n'a intérêt à vous le dire à très haut niveau quand des cercles justement financiers font les belles carrières de certains hommes politiques, puisque ces cercles financiers organisent aussi cette société avec des flux tendus. Donc le seul salut qu'il puisse y avoir, c'est celui des citoyens qui comprennent à minima la géopolitique et à minima qu'on ne peut pas se permettre de n'avoir aucune route de secours sur nos territoires. La fameuse route de secours sur le territoire, c'est justement disposer de ressources locales qui nous permettent de fonctionner même quand le système globalisé ralentit, voire s'arrête.
Alors, comment ça se traduit? C'est si vos supermarchés se retrouvent vides d'approvisionnement, vous devez avoir assez de producteurs locaux pour suppléer. D'accord? Et si vous devez avoir assez de producteurs locaux alimentaires pour suppléer, il faut qu'ils survivent économiquement. Ces producteurs locaux, s'ils n'ont pas un modèle économique qui leur permette de survivre, ils disparaissent. Donc c'est comme une voiture sans roue de secours. La voiture c'est la mondialisation, et la roue de secours, bah, c'est les fameux producteurs locaux qui peuvent à un moment suppléer quand justement la voiture mondialisation s'arrête. C'est ce qu'on n'a pas sur nos territoires. Nous n'avons pas assez de producteurs locaux en mesure de nourrir 68 millions de Français sur 35 000 communes. Mais il n'y a pas que la France qui est comme ça, puisque le monde mondialisé, la financiarisation du monde a construit une Europe comme ça. Je fais très vite un volet là-dessus. Aujourd'hui, il y a l'Union européenne qui demande à l'Ukraine de réparer un gazoduc ou oui, je crois que c'est un gazoduc pour très vite retrouver du gaz russe en Europe. On n'est pas en guerre contre les Russes, suivant nos chers technocrates européens. Voilà, je pose la question, je pense que vous avez déjà la réponse. Alors, je parlais de la roue de secours alimentaire, les producteurs locaux, c'est exactement la même chose avec l'énergie. Notre société sans énergie, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que vos enfants, vous ne les amenez pas à l'école, vous n'allez pas au travail, c'est tout un tas de ruptures de normalité. Vous avez des risques sanitaires parce que dès lors qu'il y a moins de ramassage de poubelles, elles s'entassent et donc ça risque de poser des problèmes. Ce que je suis en train de dépeindre, c'est clairement un effondrement, une rupture de normalité. Mais il faut s'y préparer parce qu'au-delà des discours rassuristes émis toujours par les mêmes cercles, les éléments de langage toujours émis par les mêmes cercles financiers qui font les belles carrières de ceux qui obéissent au chef et peu à la loi, eh ben, ces discours-là rassuristes ne vous protègent pas. La seule chose qui peut vous protéger, c'est votre action à vous en tant qu'administrer les communes. C'est de comprendre si votre commune, elle, est prête. C'est de comprendre si en cas de crise majeure, donc des crises majeures connues, vous avez déjà une commune qui va savoir répondre avec des élus qui ne sont pas forcément des gens qui sont issus de la sécurité publique ou de la sécurité civile. Il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas été pompiers avant, qui n'ont pas été policiers avant. Donc la gestion de crise, pour prendre que ces deux corps de profession, enfin, ces deux professions, ces élus-là ne savent pas forcément gérer une crise. Donc c'est votre conscience citoyenne en allant poser des questions sur le fameux document d'information communale sur les risques majeurs qui va déclencher un dialogue. Le DICRIM, ça ne sert qu'à déclencher un dialogue. Ça va vous permettre de prendre la température auprès de votre commune, savoir si, à un moment, la géopolitique internationale ne va pas avoir des conséquences sur votre commune, conséquences que les élus, très très loin de ces considérations, ne sauront pas gérer. Donc, ils ne sauront pas gérer quoi comme conséquence? Le fait que d'un seul coup, on se retrouve avec un prix de l'énergie bien, bien trop cher pour que des entreprises puissent continuer à fonctionner, donc des entreprises à l'arrêt. Je vais reprendre mes exemples. C'est peut-être du ramassage de déchets qui ne se fait plus à la même fréquence, donc des risques sanitaires, des problèmes de services publics avec moins de possibilités d'assurer des services essentiels, dont la sécurité. Et ça doit être un minima anticipé. Le tout va bien se passer ne sert qu'aux belles carrières. Le tout va bien se passer n'est pas une politique du responsable. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, si vous, sur vos territoires, en tant que parent, vous n'êtes pas responsable, personne ne va l'être pour vous. Puisqu'à chaque fois qu'il y a une crise, on l'a vu à la période Covid, les masques, c'était pas important, puis après, il fallait que les gamins les portent 8 heures sur le visage parce que c'était hyper important. On voit bien que c'est très, très désorganisé. On voit bien que les éléments de langage ne font pas loi. C'est la loi qui devrait dicter les éléments de langage. Ce n'est pas ce qui se passe, puisque les communicants, eux, savent très très bien faire du damage control. Damage control, c'est du contrôle de crise. Donc, c'est des entreprises privées qui viennent sortir aux politiques qui sont en prise avec des problématiques. Ce qu'il faut dire, mais ça ne fait pas force de loi. Ce qui fait force de loi, c'est le code pénal, le code de procédure pénale,
code de la sécurité intérieure et tout un tas d'autres codes qui devraient justement d'ailleurs confondre en justice tous ceux qui ont menti et dont les mensonges ont entraîné des atteintes à l'intégrité physique des personnes, voire des morts. C'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui parce qu'effectivement, la population n'est pas encore assez consciente des dysfonctionnements systémiques. Et cette conscience est nécessaire aujourd'hui. Elle est nécessaire parce que, pour revenir à ce qui se passe avec le conflit en Iran, c'est qu'aujourd'hui, donc de plus en plus de production de gaz et de pétrole sont attaquées. Alors directement à la source, hein, c'est-à-dire qu'il y a des drones, il y a des missiles qui attaquent directement les infrastructures, alors que ce soit au Bahreïn, que ce soit en Arabie Saoudite, bref, partout où il y a du pétrole et partout là où les dirigeants sont copains avec les Américains. Donc il y a une double sanction pour les Américains parce que les pays du Golfe, environnant l'Iran, comprennent qu'il y a méprise sur la protection américaine, ils comprennent effectivement que bizarrement, quand Israël attaque le Qatar, les systèmes de défense américains ne protègent pas contre le bombardement israélien, alors que les Qataris ont mis des millions dans ce système de défense. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que quand il y a des tirs de missiles à profusion iranien sur le Qatar, ben, si ce système de défense américain qui coûte des milliards ne fonctionne pas plus. Donc il y a une très 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 grande leçon qui est en train d'être prise au Moyen-Orient sur ce fameux protectorat qui montre ces signes de faiblesse. Et au-delà de ça, comme donc la stratégie de Trump de la Blitzkrieg, la guerre éclair, n'a pas marché, on s'apprête à avoir une guerre longue qui entraîne de force des alliés des Américains, donc les Britanniques, les Français, hein, qui commencent à dépêcher nos chers militaires dans cette zone, et tout ça va nous coûter très cher. Tout ça va nous coûter très cher sur le plan énergétique, parce que cette guerre longue, nous allons en payer le prix. Alors, je répète, les Iraniens font une guerre systémique. Une guerre systémique parce qu'ils savent très bien qu'en bloquant le détroit d'Ormuz, en détruisant des infrastructures pétrolières et gazières, tout ça va mettre du temps à être reconstruit. Et il faut que ça soit fait dans un temps de paix. La plus grande dépendance aujourd'hui en énergie, en termes de pays, ceux qui dépendent le plus de l'énergie iranienne, ce sont les Chinois. La Chine dépend énormément du pétrole chinois. Et dès lors qu'il y a un conflit dans cette zone, il y a beaucoup d'approvisionnements chinois qui risquent de ralentir. Alors, je reprécise ma pensée. Rappelez-vous quand il y a eu des crises, notamment la Covid, avec ces constructeurs automobiles français qui n'avaient plus les puces ou tout un tas d'équipements pour réparer votre voiture. Vous avez mis pour certains beaucoup de temps à retrouver l'usage de votre véhicule. Pourquoi? Parce que bien des matériels et bien des biens de consommation que nous consommons viennent de Chine. Donc dès lors que ça devient compliqué dans la région, dans ce détroit d'Ormuz, forcément la Chine peut être impactée. Donc si la Chine risque de perdre sa pompe à essence, elle va forcément s'impliquer dans le conflit avec l'Iran, et au profit de l'Iran, puisque c'est sa pompe à essence. Sauf que vous doutez bien que si la Chine commence à faire des rétorsions de livraison de matériel, tant aux Français, aux Américains, et ainsi de suite, la partie sur le papier, bah, c'est foutu hein, pour les Occidentaux. Donc il faut s'apprêter à avoir des ruptures de normalité dans nos petites vies quotidiennes, mais justement, le but, c'est de se servir de cette prise de conscience pour changer la donne, pour que nous devenions plus résilients. Alors résilient, je le répète, hein, ça veut dire être capable de traverser une crise, de se remettre une crise. Mais moi, je dirais qu'au-delà de ça, il faut même transcender cette crise, bifurquer, transcender pour dire que
notre société ne doit plus fonctionner comme ça sur un système de prédation. Il faut absolument que nous devenions de plus en plus autonomes. Nous avons en France des capacités de produire de l'énergie différemment. Alors certes, pas dans la commune mesure actuelle, hein, c'est-à-dire c'est beaucoup moins d'énergie, mais nous sommes capables de recalibrer nos communes pour avoir plus de moyens, et sans passer par des moyens technologiques et de contrôle des populations de type ville 15 minutes, comme voulu par Davos. Parce que je ferai remarquer à tous ceux qui sont pro-BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, que ces pays sont bien plus avancés que les Occidentaux en termes de contrôle des populations par justement des outils numériques. Tiandi, une entreprise chinoise, fournit à l'Iran les moyens de contrôler le faciès, les origines des populations. Et donc ça, c'est du crédit social, c'est du contrôle social, c'est justement du big data. Les BRICS sont bien plus avancés que nous sur les villes 15 minutes. Je rappelle qu'en Russie, il y a quand même un quartier de Moscou qui avait fait l'expérimentation de la ville 15 minutes. Donc tous ceux qui sont dans le récit de gentils BRICS contre méchants occidentaux ou l'inverse se trompent, puisque ce qu'il y a au-dessus des États, c'est les entreprises de la data, c'est donc les entreprises du numérique qui, ces entreprises du numérique, sont les premières à consommer énormément de carburant, de pétrole, de gaz, de lithium et de charbon. Au point que Elon Musk, pour faire tourner son IA, a installé des systèmes de groupes électrogènes à gaz, ce qui provoque une telle pollution que Elon Musk, donc le patron de X, de Tesla, etc., est attaqué au pénal aux États-Unis par une commune qui est complètement polluée et dont les habitants sont malades à cause justement des émissions polluantes des groupes électrogènes qui font tourner l'IA de Musk. Donc il ne faut pas se faire d'illusions dans ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas des gentils contre des méchants. Et il y a aujourd'hui une réalité, c'est que nous avons, nous, société, besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner. Et plus il y a des disputes, si on imagine le monde comme une copropriété, plus il y a des disputes de copropriétaires du monde, plus il y a des guerres. Et donc ce sont des innocents qui ne comprennent rien, qui du jour au lendemain, comme ces petites filles iraniennes, se retrouvent à être exécutées alors qu'elles ne représentaient, elles, aucune menace aux yeux du monde. Et on peut continuer la liste comme ça. Aucun civil ne doit périr pour un système de consommation qui l'alimente. Ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait une vraie réflexion humaine et qui commence par les communes pour qu'on arrive à se calmer. Il faut qu'on arrive à se calmer, que vraiment on arrive à se dire je consomme de la facilité, cette facilité a des conséquences, je dois arrêter de me faire des illusions sur ces conséquences parce qu'en termes de sécurité, un jour ces conséquences me reviendront sur la tronche. Il faut vraiment se poser là-dessus. Il faut vraiment commencer un dialogue territorial où on permet de relocaliser, on permet de retrouver de l'autonomie énergétique, alimentaire et surtout du bien-être, du vivre ensemble. Nous avons à SOS Mer toujours préconisé de passer par l'anticipation de crise, parce que j'aime à rappeler qu'un pompier, quand il intervient pour sauver une victime, il ne demande pas quel est le parti politique de cette victime. Le pompier, que la personne vote à extrême droite, à extrême gauche, ou droite au centre, ou vote pas, ou à gauche, il s'en fout, il sauve. Et donc c'est pour ça que la crise a ça de vertueux, l'anticipation de crise, c'est de ramener l'humanité à sa condition humaine. Il y a un péril, ce péril, il faut le combattre, et c'est des humains qui combattent un péril. Nous avons un péril géopolitique aujourd'hui, nous devons nous unir de façon humaine pour justement combattre ce péril. C'est-à-dire comment allons-nous faire pour assurer la protection de nos enfants dans un système qui, à un moment, gripperait, avec justement un prix du pétrole qui serait trop cher, qui ferait s'arrêter des machines agricoles, des machines d'approvisionnement. Comment faisons-nous?
Et ça, le seul moyen d'y arriver, c'est la pratique. Dans la première étape, je termine là-dessus, demandez vos documents d'information communale sur les risques majeurs à votre mairie. Si vous n'avez pas de DICRIM, demandez pourquoi il n'y a pas de DICRIM. Vous allez élire dans 11 jours des responsables. Veillez à ce qu'ils soient bien responsables. Veillez à ce qu'ils aient connaissance de ce que c'est un plan communal de sauvegarde. C'est le mode d'emploi d'une crise. C'est ce qui permet à un maire, chef des opérations de secours, et aux élus de gérer cette crise. S'il n'y a pas de mode d'emploi de gestion de crise, que va-t-il se passer? Et beaucoup de maires de petites communes nous la font à l'envers, en racontant que oui, mais il n'y a pas de crise parce qu'il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de sécheresse. Ces gens-là doivent bien comprendre que les nouvelles crises majeures ne sont pas que inondations, feux de forêt, accidents industriels. Aujourd'hui, la guerre est systémique. Et ces maires-là ne sont pas forcément, même s'ils sont sur des petites communes, habitués à gérer des afflux de population qui manqueraient dans les supermarchés des villes d'à côté. On a vu les migrations d'urbains vers des zones rurales pendant la crise Covid. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'un maire d'une petite commune a su gérer jusqu'à maintenant des crises qu'il a un forfait pour savoir gérer celles d'après. Les crises deviennent de plus en plus systémiques, touchent le système, et ça, ils ne savent pas gérer. Donc, il faut mettre absolument en place les solidarités. Ça passe par la culture du risque, c'est-à-dire donc avoir un DICRIM qui permette d'être en communication avec la population en cas de crise, et ceci qui est de l'électricité, qui n'est pas d'électricité, si tout est coupé, le fameux document d'information communale sur les risques majeurs va vous permettre, alors que vous êtes coupé de tout, d'avoir une information sur ce que vous devez faire, mais peut-être la fréquence ou s'il y a des évacuations, elles se feront. C'est-à-dire si vous avez loupé une évacuation, vous n'allez pas être en panique en ayant eu peur de l'avoir loupé, parce que peut-être que votre DICRIM vous dira nous faisons des rotations pour s'assurer que personne n'a été oublié. Et là, si vous avez cette information sur votre papier, votre document, alors qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de réseau téléphonique, vous pouvez appeler à personne, bah sur votre papier, vous avez un discours rassurant qui vous dit que votre mairie va prendre soin de vous. Donc, c'est vraiment cette gestion des crises majeures est essentielle et la culture du risque est essentielle. Faire un DICRIM, imprimer un DICRIM pour que les gens ne le lisent pas, c'est vraiment se foutre du monde. C'est pas faire le travail, c'est manquer à des obligations de prudence et de sécurité. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des réunions publiques, voire des entraînements de sécurité civile. Ça veut dire que les gens savent que ce document, ce n'est pas un truc qui sert à allumer le barbecue. Ce document, le DICRIM, ça se met presque sur le frigo pour qu'en cas de crise, un jour, on puisse le ressortir et savoir quoi faire. Le kit d'urgence, le fameux sac de secours, c'est bien, mais c'est très très limité en termes de protection systémique. Un pack de 6 bouteilles d'eau d'un litre 5, vous n'allez pas mettre ça dans un sac à dos, on est bien d'accord. Bon, les boîtes de conserve, c'est bien, mais 72 heures de boîte de conserve, c'est déjà une bonne mesure, mais à la 73e heure, il va falloir savoir où vous allez vous approvisionner si les supermarchés sont vides. Ça, il n'y a que le maire qui peut avoir cette réponse. Et les producteurs locaux. Si ces producteurs locaux sont laissés pour compte et laissés en prise avec une concurrence déloyale, donc un assassinat économique, c'est sûr qu'il n'y a plus de producteurs locaux. Et si on remonte le fil, vous êtes à la 73e heure, vous posez la question au maire, et là, il est tout désempéré, ben, moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Ben oui, ben, il faut peut-être y penser maintenant. Voilà, donc le truc, c'est vraiment une démarche de société que de se préparer à bifurquer. Les rassuristes, moi je n'ai aucun respect pour eux parce qu'ils ne respectent pas la loi. Hein, ceux qui ne font que lire des éléments de langage pondus par des cabinets de conseil dont certains devraient être, sont mis en examen au pénal pour manipulation. Donc la politique, c'est des responsabilités. Dans 11 jours, vous allez lire des responsables, veillez à ce qu'ils soient bien responsables. Ils doivent savoir vous dire ce qu'est un plan communal de sauvegarde en mairie, s'il y en a bien un, qui a moins de 5 ans, qui est donc réactualisé. Pareil pour le DICRIM, ils doivent savoir vous expliquer ce qu'est un kit d'urgence. Et là, effectivement, vous allez avoir des responsables qui sauront
même en cas de crise majeure, veillez sur vous, sinon vous avez des baltringues. Salut, bonne journée.